que l'ensemble des sondés avaient le sentiment, ou peu ou prou, que la corruption était un phénomène normal. Et que c'était même un phénomène à intégrer dans le fonctionnement normal de la société. Quel que soit le service auquel vraiment tu veux avoir accès, que ce soit dans le secteur privé, dans le secteur public, que ce soit les acteurs, donc le corrupteur ou le corrompu, tout le monde avait commencé à s'habituer à l'idée qu'il fallait intégrer la corruption comme un facteur de fonctionnement et de régulation normale de la société. Et cela, effectivement, vraiment, je veux dire, nous a fait nous rendre compte que là, il y avait vraiment une prise de conscience forte de ce point de vue. Mais moi, je crois que la campagne de communication que nous avons menée n'était pas seulement dirigée vers le public. Bien entendu, il y avait le public, mais nous nous sommes rendus compte effectivement qu'il y avait également vraiment un travail à faire. D'abord sur les décideurs. On ne va pas se le dire ici. Vous le savez aussi que Beng le disait vraiment à juste titre, que quand nous avons commencé à travailler sur le dispositif, parce que c'est le rôle du secrétariat, bien souvent les gens pensent que le secrétariat a pour rôle de traquer et de sanctionner la corruption. Non, nous, notre rôle, c'est un rôle d'accompagnement, un rôle d'appui pour permettre au gouvernement vraiment de planter le dispositif institutionnel, le dispositif réglementaire vraiment de lutte contre la corruption, en tout cas sur spécifiquement cette question, comme sur d'autres. Mais nous nous sommes rendus compte qu'il y avait un travail pédagogique fort donc à faire même au niveau des décideurs, parce que quand on met à part le président de la République, qui, tout le monde le sait, a vraiment une réputation de rigueur et d'intégrité, quand on met à part son Excellence Monsieur le Premier ministre, qui lui aussi depuis longtemps a une réputation de rigueur et d'intégrité, parce que ces deux hautes personnalités ont longuement quand même travaillé dans des institutions vraiment de haut niveau, pour le reste, il reste nous, le peuple, avec le gouvernement. Et donc même au niveau vraiment des décideurs, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait un travail pédagogique fort à faire pour essayer vraiment de faire accepter la nécessité vraiment d'un basculement, la nécessité du changement. Et pour donner vraiment un indicateur là-dessus, par exemple, nous avons commencé au secrétariat à travailler sur un document cadre qui s'appelle le plan national de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption. Mais le processus de maturation de ce document au plan institutionnel a pris carrément 5 ans. C'est-à-dire qu'on est allé quasiment des années 2006-2007 et la maturation n'a abouti qu'en 2011, quasiment. Pour que déjà au niveau des décideurs publics, au plan pédagogique, on accepte la nécessité d'engager vraiment une dynamique de lutte contre la corruption. Donc déjà il y a les décideurs. Et deuxièmement, il y a la société civile et le secteur privé. Et de ce point de vue, c'est vrai, M. Traoré le disait, mais le secrétariat pense aussi que les acteurs de la société civile devraient pouvoir, eux aussi, s'engager dans la lutte contre la corruption. Et le secrétariat est en train de travailler actuellement sur un instrument, donc avec également la collaboration du MCC et même du PNUD, sur la mise en place d'un cadre réglementaire, pour la mise en place d'un observatoire national sur les questions de gouvernance et de lutte contre la corruption. Donc nous sommes en train de travailler vraiment sur la mise en place de cet outil-là que nous allons mettre à la disposition de la population. Et puis bon, pour terminer, effectivement, il y a eu la campagne de sensibilisation, une campagne effectivement que certains ont trouvé dure, rude, parce que c'était une campagne noire, parfois rouge, sanguinolente, mais l'objectif c'était de créer l'électrochoc. En tout cas, je me rends compte effectivement que peu ou prou, en tout cas cette campagne a été vue. Je voudrais revenir au secteur privé. Il y a des subtilités fortes, la petite corruption visible, la corruption invisible. Oui, effectivement. Comment vous analysez cela? Comment vous percevez cela? Alors, notamment en votre double casquette de secteur privé et également d'avocat. Alors, c'est ce qu'il disait tout à l'heure, le secrétaire national à la gouvernance, au renforcement des capacités. Effectivement, il y a aussi un problème culturel. Parce que dans notre culture, est-ce que lorsque quelqu'un soit vous a rendu service, est-ce qu'il est normal de ne pas le remercier? Donc on a l'impression, oui, il y a un problème culturel. Donc les gens doivent comprendre que effectivement le remerciement,
c'est quel type de remerciement qui peut être fait. Et on est heureux de savoir que le texte dont on a parlé tout à l'heure, qui est paru au journal officiel le 25 septembre 2013, le texte prévoit justement qu'un décret doit sortir pour fixer la liste des cadeaux qu'on pourrait accorder. Ce qui prend en compte la culture d'une certaine façon. Maintenant, pour le reste, vous avez la corruption liée aux gros contrats entre sociétés privées ou entre privés, publics et tout. Vous avez là un code des marchés publics qui a été mis en place, mais surtout vous avez l'autorité des régulations des marchés publics qui a été mis en place et qui n'a pas hésité à annuler des attributions du marché. Donc je pense qu'il y a un travail fondamental qui est à faire, mais entre sociétés privées. La société privée elle-même, lorsqu'elle passe des contrats entre elles, doit faire en sorte de ne pas avoir à faire de la corruption. Alors, le secteur privé a tendance à mettre en place ce qu'on appelle une charte d'achat responsable. Je pense même qu'en France, il y a eu une norme qui a été élaborée et que l'ISO est engagé dans un processus d'élaboration d'une norme internationale qui est confiée à l'AFNOR. Donc là aussi, ça va être des outils qui vont servir à mieux lutter contre la corruption. Pour l'heure ici, chaque entreprise essaie de se donner d'abord un code de conduite ou un code d'éthique, essaie de former son personnel, essaie de modifier ses procédures d'acquisition pour faire en sorte et surtout de dresser la cartographie des sources de risques de corruption possibles par rapport aux différents processus de l'entreprise. Une fois qu'on a identifié toutes ces sources de risques, on met en face les mesures nécessaires pour prévenir la corruption. Et puis surtout, lorsqu'il y a des cas avérés, c'est que l'entreprise les sanctionne effectivement, parce que la sanction est importante. Donc disons que le secteur privé a deux branches. Elle-même en interne, comment est-ce qu'elle fait pour lutter contre la corruption entre entreprises, mais aussi comment est-ce qu'elle fait aussi en relation avec des marchés éventuellement publics, donc pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de cas de corruption. Et si éventuellement on estime qu'il y en a, quel organisme il faut saisir pour que des sanctions soient prises. Je pense qu'aujourd'hui, il y a pas mal de choses qui se font. C'est que chaque entreprise prenne conscience de cela. Et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure qu'il fallait que l'entreprise s'engage. Et c'est pour ça que nous avons toujours pensé qu'on ne peut pas parler de l'éthique, de la lutte contre la corruption dans une entreprise si on ne met pas en place un dispositif de gouvernance, de bonnes pratiques de gouvernance. Tout part de là. Parce qu'au niveau du conseil d'administration, si le conseil d'administration intègre dans sa stratégie la question de la RSE qui comprend donc celle de l'éthique, mais automatiquement les orientations sont assez claires. Donc dans tout ce qui va être déroulé par la direction générale, les choses seront plus nettes, ce sera plus facile. Donc la lutte contre la corruption par rapport aux entreprises, il y a d'abord au niveau du conseil d'administration. Il faut souvent mettre en place un code de conduite des administrateurs eux-mêmes. Il faut souvent mettre en place un code de conduite des employés. Et puis bien, on va de plus en... Vous l'avez dans le cadeau. Oui, on propose tout ça justement. C'est ça qu'il faut. Et de plus en plus, on va plus loin en créant même des directions éthiques. Donc des spécialistes de l'éthique dans l'entreprise et tout, pour que le code d'éthique que vous mettez en place soit géré, parce qu'il ne suffit pas de mettre en place un code d'éthique et puis c'est tout. Parce que si on vous audite, si vous dites simplement qu'on a fait un code d'éthique, point, quand on va vous demander est-ce que vos employés sont formés, vous allez dire non. Est-ce que vous avez identifié les sources de risque possibles, vous avez dit non, ainsi de suite, mais vous ne serez pas bien noté en tout cas. Donc voilà, donc pour terminer, je dirais qu'il y a pas mal d'entreprises que nous avons accompagnées effectivement qui ont pris en compte ces processus-là aujourd'hui. Il y a une qui a été récemment évaluée par l'AFNOR d'ailleurs, qui est passée confirmée en matière de responsabilité sociétale. Donc c'est dire qu'il y a des actions concrètes qui sont menées sur le terrain au profit des entreprises effectivement. Merci. Bien, donc ce que nous constatons dans les concours, que ce soit la police ou dans les écoles, dans les universités, il n'y a pas un problème de valeur. Il n'y a pas un problème de valeur qui se pose, c'est-à-dire par rapport à la probité. Est-ce que vous, au niveau du ministère de la Justice, vous êtes orienté sur ces valeurs-là pour démontrer effectivement que c'est un fléau qui peut vraiment être annihilé? Bien, merci beaucoup. Effectivement, au niveau de toute façon, je pense que en Côte d'Ivoire, tout le monde a à un moment donné vécu ces cas. C'est-à-dire, quand on passe un concours, parce que d'abord, la personne même, le candidat, nous avons l'impression que le candidat même ne se fait pas confiance. Et donc, quand on ne se fait pas confiance, on veut s'entourer de certaines garanties pour pouvoir réussir à un concours. Mais naturellement, il y a des gens qui ont favorisé
cela. Parce qu'il y a des démarcheurs même, en fait, qui passent de maison en maison ou bien de personne à personne pour dire « Donnez-moi tel montant, je connais telle personne qui peut vous aider à réussir un concours. » Donc ça aussi, c'est un problème moral, de moralité. Mais là, ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est de dénoncer toute personne qui entreprend ce type d'action. Le code pénal est là pour qu'on a prévu. Le code pénal a prévu des sanctions. Et ce sont les sanctions, je crois, aujourd'hui, les sanctions pénales surtout, qui peuvent permettre d'éradiquer ou encore ramener la corruption à sa juste expression. Mais pour faciliter cela, il y a un accès facile qu'on accorde maintenant à toute personne qui a ses droits lésés. C'est l'assistance judiciaire et l'assistance juridique. Donc déjà, pour permettre à tout un chacun qui se trouve dans une certaine indigence avérée, de pouvoir accéder à la justice et préserver ses droits ou défendre ses intérêts. Donc, nous conseillons à tout un chacun, toute personne qui se trouve dans une situation dont les droits sont lésés ou bafoués, de saisir soit la police, le commissariat et même directement le procureur de la République, ou encore il y a ce qu'on appelle une plainte avec condition de partie civile, c'est-à-dire saisir directement le juge d'instruction qui, après paiement d'une consignation, instruit l'affaire directement. Donc il y a plusieurs saisines aujourd'hui. Nous avons par exemple par rapport à la lutte contre le racket, nous avons un numéro vert. Tout à fait. Je pense que le numéro vert est utilisé. Nous avons des statistiques également par rapport à la lutte contre le racket. Tout à fait. Et des infractions d'ailleurs posées à certains agents de police. Oui. Et nous avons également d'autres saisines. Vous avez cité au niveau de l'assistance judiciaire. Oui. Y a-t-il d'autres saisines par rapport au secteur rapidement? En fait, je voudrais simplement préciser que, puisque vous n'avez pas de concours à la fonction publique tout à l'heure, que le ministère chargé de la fonction publique a pris un certain nombre de mesures qui nous ont été d'ailleurs communiquées dans le cadre du MCC, qui sont des mesures qui, je ne dis pas qu'ils vont rendre impossible, en tout cas, je crois qu'ils vont rendre extrêmement difficile les cas de corruption dans le cas des concours à l'ENA. Voilà. Bon, le concept de fraude englobe le blanchiment, en fait tout ce qui est illégal, pour avoir accès, voilà, des choses. Voilà, c'est large dans le concept large. Donc là, aujourd'hui, je crois qu'il y a un certain nombre de mesures bien fortes qui ont été prises par le ministère de la fonction publique. À propos de valeurs aussi, il faut peut-être rappeler que dans le cadre de la réouverture de l'université, monsieur le ministre de l'enseignement supérieur a fait signer par les étudiants et les différents partenaires de l'université une charte de bonne conduite. Donc il y a un certain nombre de valeurs qui ont été mises en place aussi au niveau de l'université. Donc je pense que tout ça contribue au changement de mentalité qui peut amener la Côte d'Ivoire à se débarrasser d'un certain nombre de mauvaises pratiques. Merci. Je voudrais simplement dire que le problème de la corruption est lié évidemment au développement et depuis très longtemps aux ACP et avec l'Union européenne, toutes ces questions ont été discutées. Je voudrais simplement poser une simple question aux panélistes. Quel est le rang de la Côte d'Ivoire au niveau de la corruption? Et quel est le pays africain qui est aujourd'hui le premier pays qui est, je ne dis pas sorti de la corruption, puisque la corruption est endogène, je ne dirais pas à toute l'Afrique, mais je dirais simplement qu'il faut le savoir, quel est le pays qui est en voie de sortie de la corruption, qui va permettre aux autres pays africains de s'aligner. Je voudrais dire aussi que je voudrais remercier l'effort du gouvernement ivoirien pour tout ce qu'ils font. C'est une très bonne chose, mais qu'il est aussi question au-delà du secteur privé. Il faut savoir que la décomposition même de la société civile est faite de trois grandes structures qui sont les ONG, qui sont les associations et qui sont les syndicats. Il faudrait que le gouvernement puisse s'atteler à rencontrer ces grands groupes pour essayer
que ces groupes-là apportent leur contribution à l'éradication de la corruption en Afrique. Je dis ce qui est important, c'est que vous savez aussi qu'on peut prendre tous les dispositifs qu'on veut, hein, mais si l'économie va mal, on encourage la corruption. Je prendrai le cas aujourd'hui de la Côte d'Ivoire, où plein de sociétés, l'État doit à ces sociétés, et ces sociétés ne sont pas payées. Donc la rareté même des finances publiques peut créer, malgré les dispositions qu'on a prises, la corruption. Donc je voudrais m'arrêter là, pour ne pas mobiliser l'assistance. Je voudrais simplement féliciter les organisateurs et les encourager tous les jours à avoir ces panels qui permettent des échanges fructueux. Je vous remercie. J'aurais voulu qu'ils tiennent en compte la déclaration d'intégrité dans ces documents. Et puis, j'aurais voulu qu'on parle aussi de la transparence web, parce que lorsqu'on parle de corruption, j'aurais voulu qu'on intègre ça parce qu'il y a une parafiscalité qui n'est pas observée à ce niveau. Et puis, surtout au niveau des multinationales, on a des thèmes comme des transferts de compétences, souvent, qui passent inaperçus, qui sont des fuites de capitaux vers l'Occident. Et puis aussi, il faudrait que vous appuyiez sur les rapports d'audit pour aller plus vite. Les rapports d'audit. Je suis auditeur de formation. Et puis aussi, que vous communiquez sur les gros problèmes tout récents, comme le marché de Mermoz, l'attribution, et puis le montant de la CNPS, la construction. C'est un peu ça. Et puis, si vous pouvez créer un site, dénoncer les abus maintenant, une rubrique, ça sera très intéressant, parce que la corruption, en fait, c'est l'abus qu'il faut décrire. Sinon, la corruption, c'est difficile. C'est l'abus. Et souvent, dans les entreprises d'État, il y a beaucoup d'abus avec des sociétés écrans. On le sait. Mais si vous avez un canevas sur lequel on peut dénoncer, ça sera plus facile. Les Français ont beaucoup plus de problèmes que nous. On voit déjà, mais le problème, c'est qu'ils arrivent à sévir, comme vous l'avez dit, quand on le signale. La question a connu un début de réponse avec l'intervention de M. le secrétaire national à la gouvernance. Toutefois, je vais la poser quand même. Nous sommes en présence de deux secteurs, le secteur public et le secteur privé, qui sont en train, chacun de son côté, de travailler sur certaines actions pour lutter contre ce fléau-là. Donc, quand il a parlé d'observatoire, la question qu'il voulait poser, c'est une sorte de passerelle qui permet donc à ces actions qui sont menées de chaque côté de donner toutes les chances de succès à la lutte contre la corruption. Maintenant, s'agissant de la création de cet observatoire, je pense que nous sommes pressés, il faut qu'on aille vite. À quel horizon on peut s'attendre à la création d'une telle structure? Est-ce que déjà nous sommes en discussion secteur public, secteur privé, de la création d'une telle structure? Quels sont les rayons d'action de cette structure? Voilà donc quelques éléments sur lesquels peut-être qu'on aimerait avoir plus de détails. Je voulais remercier effectivement M. Sendou et tous les panélistes qui ont fait un grand travail déjà qui se passe en Côte d'Ivoire. Mais permettez-moi d'être un homme pressé, d'être un Ivoirien pressé d'avoir des résultats. On travaille pour le futur, mais moi je pense aussi au présent. Et penser au présent, c'est de voir effectivement toutes ces choses qui sont anormales, je dirais encore dans notre système. Concrètement, il s'agit de quoi? Vous savez, par exemple, que le sucre est interdit d'importation en Côte d'Ivoire pour protéger le marché local du sucre. Il y a une semaine, il y a eu une saisie d'une cargaison de sucre qui a été détruite au nord à Bogo. Vous irez à la frontière de Wangolo, elle est poreuse.
Vous irez au nord de la Côte d'Ivoire, 60% de l'huile consommée par les populations au nord n'est pas vérifiée, est de l'huile contrefaite, est de l'huile frélatée au nord de la Côte d'Ivoire. Vous irez dans le sud-est de la Côte d'Ivoire, la majorité des produits phytosanitaires qui viennent en Côte d'Ivoire sont des produits phytosanitaires qui sont pas contrôlés, qui sont périmés et qui nuisent à la santé des populations. Il y a besoin aujourd'hui pour des propositions concrètes, moi je pense, d'éveiller beaucoup de conscience. Vous avez fait un programme, une campagne de communication qui a été très vue, qui a été bien appréciée par moi, en tout cas pas par tout le monde, mais qui a été appréciée parce que ça choquait des gens. Il faut choquer des gens. Et moi je pense qu'il faut donner des exemples. Il faut faire des exemples concrets au vu de tout le monde. Pour que, qui qu'il soit dans l'administration, qui qu'il soit dans le secteur, tout le monde sache qu'ils ne sont pas à l'abri, qu'ils ne sont pas au-dessus des lois qui régissent la société de tout le monde. Ma question va directement à l'endroit de M. Bité Sindou, qui est le secrétaire national à la gouvernance et au renforcement des capacités. Pour parler de la campagne institutionnelle qui a été lancée pour la lutte contre la corruption. On a suivi le début, ça a commencé par des panneaux publicitaires, ça a détruit mon pays, ça a détruit ma région, ma famille, ça a tué mon fils. Et la campagne a continué avec le film institutionnel, hein, vous l'avez si bien relevé, avec du sang, des couleurs qui... Et l'objectif avait été atteint, c'était de choquer. Et par la suite, si je me souviens bien, puisque j'ai suivi cette campagne en tant que journaliste dès le début, il était prévu beaucoup d'autres choses. Il était prévu autre chose dans cet élan que vous aviez vu. Et on se rend compte que 2-3 mois après, silence radio. On n'a plus suivi, c'est comme un film qui est resté... il y avait d'autres épisodes qui montaient. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Et tout à l'heure, vous l'avez reconnu. Vous êtes confrontés sur le terrain à de nombreuses difficultés. Les décideurs, c'est-à-dire parlant des politiques, qui restent très hostiles à l'élan que vous avez pris. Et donc, les Ivoiriens ont été choqués et ils attendaient que le secrétariat à la gouvernance pousse encore plus le pion. Et bien, on reste sans suite. Et vous êtes là aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous dire où le film en est? Bien. La lutte contre la corruption, ce n'est pas facile partout dans le monde. C'est donc pas par hasard que souvent certains parlent de contrôle de la corruption pour tenir compte de cette difficulté. Tout à l'heure, le dernier intervenant a expliqué le fait que je pense qu'il y a pas mal de produits qui n'étaient pas aux normes, qui rentraient en Côte d'Ivoire et que bon, il interpellait l'État. Je voudrais juste attirer son attention sur le fait qu'il a dû entendre parler de Web Fontaine, je pense. Vous avez un programme qui est mis en place pour faire ce qu'on appelle le contrôle de la qualité des produits à l'importation. Attention, c'est un contrôle qui est différent de ce qui se faisait autrefois. Il s'agit là d'accompagner les produits de certificats ou d'attestation de conformité aux normes applicables en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, si vous exportez, je dis n'importe quoi, du lait en Côte d'Ivoire, bien que ce soit le codex alimentaire qui soit concerné ici, mais c'est des normes qu'on a repris, il faut que ce soit conforme aux normes qui s'appliquent en Côte d'Ivoire. Et là, le texte sur la concurrence a été récemment modifié. Donc, l'État... Vous savez, un malade ne peut pas guérir brusquement. Je crois, on est tous d'accord sur ça. Voilà, un malade ne peut pas guérir brusquement. L'État est en train de prendre des mesures très fortes, justement, pour corriger beaucoup de difficultés que nous avons connues dans ce pays. Pour revenir à la lutte contre la corruption, vous savez, quand on est sorti de la crise, nous étions évalués, en tout cas dans le cas du MCC, à moins 0,36. Un an après, nous avons été évalués à moins 0,23. 2 ans après, nous sommes à plus 0,00. C'est-à-dire que eux notent la corruption, la maîtrise de la corruption de moins 2